Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du jeudi 27 février. Aujourd'hui, la Société d'assurance automobile Éric Kerr était au courant des problèmes depuis 2022. Message de la Caisse de dépôt et de placement aux opérateurs du REM, redresser rapidement la situation, sans quoi il y aura des sanctions. Les tarifs de Trump, mars, avril, le mystère persiste et la liste secrète des clients, des amis du pédophile Jeffrey Epstein sera rendue publique aujourd'hui. Donc, Éric Kerr, le ministre qui ne savait rien, le ministre qui disait « c'est pas mon dossier, ça, la Société d'assurance automobile du Québec », était au courant depuis au moins 2022 de l'explosion du budget concernant le virage numérique. Des documents obtenus par Le Devoir montrent que Kerr a participé à 2 rencontres avec le PDG Denis Marcellet, des rencontres au cours de laquelle, c'est la version de certains participants, on a expliqué les dépassements de coûts, les retards, et dans le fond, la grande question sur la table, est-ce qu'on retarde l'implantation du nouveau système, oui ou non? En résumé, puis en tenant compte du rapport de la VG, on peut dire que le bateau de la Société d'assurance automobile du Québec était mené par des manipulateurs, des menteurs et des incompétents. Le fil de la bobine se déroule tranquillement. Et pourquoi ça déboule comme ça? C'est un vieux principe, de prendre quelqu'un puis de le lancer dans les roues de l'autobus. Si je tombe, je ne tomberai pas tout seul, tu vas tomber avec moi. Éric Kerr, c'est étonnant, mais c'est comme ça, a toujours l'appui de François Legault. Sérieux, là, c'est à n'y rien comprendre. Mais la question du jour, si on laisse de côté la Société d'assurance automobile, qu'est-ce qui se passe avec la plateforme Votre Santé, qui bientôt doit gérer tous les rendez-vous de première ligne pour les patients québécois? Est-ce qu'elle est prête? À quel moment, là? C'est supposé être cette année qu'on doit l'implanter. Est-ce que ça marche? Ça coûte combien? Est-ce qu'on a pris la même recette qu'à la Société d'assurance automobile du Québec? Vous comprendrez qu'on a le droit de poser des questions, puis je dirais qu'on a le droit d'être inquiet sur la performance de cette autre innovation technologique du gouvernement du Québec. Donc, si je reviens au devoir, à ces documents qu'ils ont obtenus, Éric Kerr a participé à ces rencontres avec Marcellet, ces 2 rencontres qui ont eu lieu 13 juin 2022, 31 octobre 2022, quelques mois seulement avant le lancement du Titanic dans l'univers québécois. Et ce qu'on découvre, c'est que Pierre E. Rodrigue, qui était le sous-ministre responsable, qui avait l'air de bien s'entendre avec Malenfant, qui était le VP numérique, a participé à sa réunion. Et ça a déboulé hier soir parce qu'on a appris que la présidente du Conseil du Trésor a décidé de mettre sur la glace la nomination de M. Rodrigue qui devait devenir le patron de l'Office des professions. On sait, là, chez les mandarins, le jeu de la chaise musicale. Travailler avec Éric Kerr, on lui donne une job comme président de l'Office des professions. Dans le cas de Marcellet, il est devenu président de l'Office de la protection du consommateur. Bref, là, on n'est plus sûr, même si la nomination avait été faite au cours de la journée, en raison, justement, de ces nouvelles allégations. Parce que le vice-président Malenfant, dans cette entrevue au Devoir, arrête pas de dire, on était le cobaye du ministère d'Éric Kerr, il était au courant, j'avais des rencontres, et c'était pas pour lui dire « tout va bien, monsieur le ministre ». Alors, ça, c'est le problème. Jean Lapierre me disait tout le temps ça. Quand tu dis pas la vérité, quand tu t'inventes des scénarios, quand tu commences à mentir, eh bien là, ça devient complètement dur de te suivre. Et tu te mêles dans tes menteries. Et tu t'enfarges dans tes explications. Et on peut dire que dans le cas d'Éric Kerr, c'est ce qui se passe. Puis j'insiste là-dessus. Moi, j'arrive pas à comprendre le premier ministre Legault. Je ne sais pas pourquoi il le protège. C'est son ami, la loyauté, des services rendus. Mais ça ne tient pas la route. Ce gars-là n'est pas compétent. Et en plus, ben l'impression qu'il ne dit pas la vérité tout le temps ou il a tendance à peut-être un peu transformer la réalité. Parlons de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a présenté son bilan. C'est un rendement de 9,4 %. On peut dire d'abord que ce n'est pas une très, très bonne année. Une belle performance sur les marchés boursiers. C'est décevant du côté de l'immobilier. La Caisse qui vise maintenant des investissements de 100 milliards dans des entreprises québécoises
s'inquiètent avec raison de l'effet des mesures Trump. J'ai parlé hier avec le PDG Charles Lemont. On a discuté entre autres de la sortie de Lucien Bouchard et bien sûr des problèmes du REM. Mais ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que la Caisse a développé une stratégie à long terme pour protéger le bas de laine des Québécois. Puis là, il n'y a pas d'enjeu. Même si les gens disent, est-ce qu'on a assez d'argent pour payer les retraites de ces Québécois, la société vieillissante, la réponse c'est oui. Et quand vous regardez un peu l'histoire, quand ça va très très mal, ben, la Caisse fait un peu mieux. Puis quand ça va super bien, ben, la Caisse fait un peu moins. Appelons ça une gestion un peu plus serrée, un peu plus équilibrée. Par exemple, il y a des investissements dans des sociétés comme Apple, Microsoft, mais peut-être pas autant que d'autres investisseurs. Je vous le disais hier que les titres de ces compagnies, depuis Noël, sont tombés de 10 donc c'est assez volatile. Ce sont des titres intéressants, mais il y a quand même un certain danger que ça fluctue. Ça, c'est un élément important. Pour ce qui est de Trump, M. Emo regarde ça et a une vision, là aussi, qui dépasse les 4 ans de Trump. Je pense que c'est assez normal, là. Parce que si vous pensez que la Caisse va boycotter les États-Unis, oubliez ça, là, pour 2 raisons. D'abord, il y a des affaires importantes à traiter avec les Américains, il y a de l'argent à faire. Deuxièmement, Trump n'est pas là à perpétuité. C'est pas que c'est une bonne nouvelle pour les prochaines années, mais il y aura, j'imagine, autre chose. Puis là, il y a un élément qui est sûr, c'est que les Américains vont probablement se réveiller. Je le disais hier, là, ça commence tranquillement à se dire, ouais, en quoi ça me touche, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Concernant la lettre de Lucien Bouchard, M. Bouchard soulevait plusieurs points. Bon, d'abord, une attitude ferme, mais calme avec les Américains. 2, une volonté, il le répète depuis des années, d'accroître la productivité des entreprises et aussi de trouver une façon de préparer une relève, donc, pour remplacer les chefs d'entreprise qui aujourd'hui ont 65 ans, 70 ans, 75 ans, qui n'ont pas de dauphin et qui se disent « je dois vendre, mais à qui je vais vendre ?» Et ça, ce sont 2 problèmes réels. La productivité, c'est pas notre fort au Québec. Ça passe par des investissements en technologie, par probablement des règlements un peu moins étouffants, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et aussi, cette relève, il faut trouver une façon de bâtir la 2e, 3e génération du Québec Inc. À l'époque de M. Parizeau, on avait créé le régime d'épargne-action. C'est un outil qui avait marché, probablement pas adapté à la réalité d'aujourd'hui, mais comment tu donnes des capitaux, tu fournis des capitaux à des jeunes entrepreneurs qui ont envie de bâtir et qui vont faire en sorte que ces entreprises vont demeurer sous contrôle québécois. Puis on ne peut pas dire que la fiscalité aide beaucoup le transfert d'entreprises d'une génération à l'autre. Il y a Alain Bouchard de Couche-Tard qui a soulevé ça assez souvent. Et puis, concernant le REM, j'ai un petit message pour les opérateurs du REM, c'est-à-dire les 2 sociétés Alstom et Atkins Realis. Je vous rappelle, et vous le savez, que Alstom et Atkins Realis, la Caisse a des placements, détient un pourcentage d'actions. Grouillez-vous, perdez pas de temps et trouvez rapidement des remèdes aux problèmes. Il n'y a rien de pire pour la Caisse de dépôt et de placement de voir le REM être frappé d'une série de problèmes, des retards. C'est à répétition depuis les dernières semaines. Ça tue l'image, ça envoie une mauvaise perception. Des usagers qui se disent « Est-ce que le service sera là? » Puis on le sait ce qu'ils font là. Service gratuit à l'heure de pointe, il n'y a pas de service après ça, puis des autobus en parallèle jusqu'à temps qu'on ait, disons, apporté les correctifs nécessaires. On fait venir de France des spécialistes en transport ferroviaire, mais le message, là, fin du niaisage et rendez le service fiable pour que les Québécois puissent l'utiliser et qu'on soit fiers, évidemment, de prendre ce service. Parce qu'il y aura des sanctions. Vous lirez les petits contrats, mes amis de Alstom et Atkins Realis. Il y a des clauses très précises. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? D'abord, les tarifs de 25 oui, il l'a encore dit hier, là, mais quand, c'est pas trop clair. Le Canada
tente encore une fois de convaincre la Maison-Blanche que la lutte contre le fentanyl est efficace. Elon Musk était à la réunion du cabinet hier avec sa casquette, puis il se présente comme le chef du soutien technique du président. Et puis, Trump qui se porte à la défense de Wayne Gretzky. Je vais vous donner les détails tantôt. Alors, pour ce qui est des tarifs, comment dire, c'est pas mal compliqué à suivre. Théoriquement, c'est mardi prochain. Mais là, il y a les tarifs, il y a les contre-tarifs, selon la réaction du Canada. Et M. Trump a dit, ben finalement, ça pourrait aller au 2 avril. Je vais l'annoncer mardi, mais le tarif va entrer en vigueur, tu sais, c'est comme le supplice de la goutte, le 2 avril prochain. Puis certains pensent aussi que les tarifs de 25 sur l'ensemble des produits canadiens, ben ça pourrait être pour une période de temps seulement. Bref, mettre de la pression, c'est la façon dont il négocie pour reprendre les discussions sur l'accord plus global de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Le Canada se pointe à Washington, le tsar du fentanyl est sur place pour des rencontres, puis l'idée, c'est de convaincre les Américains qu'on a mis de l'argent, que la lutte contre la drogue donne des résultats, que les cartels sont fichés maintenant comme des organisations terroristes et que le Canada est sérieux dans toute cette histoire. M. Trump a dit, moi, ça va être bien difficile à convaincre. Mais il est comme ça. Et quand on parle de ce côté imprévisible, hier, c'était une autre démonstration. Il dit, je vais aller de l'avant comme prévu. Donc, même si vous me dites que vous avez mis des drones puis des policiers, bravo, c'est une bonne affaire, mais c'est pas suffisant encore. Puis l'immigration. Alors, ce sont des prétextes parce que Trump est un obsédé des tarifs. L'Europe va être frappée de tarifs de 25 puis l'aluminium est déjà touché, puis ça va être encore pire. Donc, il a l'intention d'aller de l'avant. Mais je répète, ça se fait sentir aux États-Unis. Puis il y a une grogne qui s'installe, il y a une inquiétude, il va y avoir un effet direct sur le portefeuille des Américains. Donc, ça pourrait le faire peut-être changer d'idée, ou en tout cas modifier sa stratégie. Elon Musk est entré au cabinet avec sa casquette hier, et M. Trump a fait des blagues en disant, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas contents du travail d'Elon par hasard? Puis là, le monde se met à rire, puis c'est donc amusant, parce que Musk avait envoyé cette directive, ce courriel, aux employés de plusieurs agences fédérales en disant, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Veuillez détailler en 5 points pour qu'on puisse voir si vous êtes utile et efficace, puis des secrétaires d'État, puis des gestionnaires près de l'administration Trump ont dit, vous répondez pas à ça, c'est complètement fou. Alors, Musk a ce rôle quand même très actif et promet de couper dans les dépenses des réductions de services de 60-70% dans plusieurs secteurs. Également, M. Trump s'est porté à la défense de Wayne Gretzky. Vous êtes peut-être au courant un peu de la polémique quand, lors de ce match entre le Canada et les États-Unis, Gretzky, qui était comme le capitaine de l'équipe canadienne, est arrivé sur la glace. Il n'y avait pas de feuilles d'érable, de drapeau canadien perceptible. Il y avait un veston qui était plutôt bleu américain. Puis, il a fait un signe positif aux joueurs de l'équipe américaine. Au Canada anglais, ça a fait toute une vague dans le Globe and Mail en disant c'était notre icône, mais qu'est-ce qui se passe avec Gretzky? Comment ça se fait qui est plus USA que Canada? Et donc des commentaires un peu partout, je le rappelle, au Canada anglais. Et Wayne Gretzky a toujours été un peu controversé. D'abord, il vit aux États-Unis la plupart du temps. En plus de ça, quand on lui offre un prix, une distinction, il hésite souvent. Puis il y a un historique de relations peut-être un petit peu plus tendu avec le Canada. Mais quand même. Et il a rencontré Donald Trump. Trump dit, c'est mon ami, Wayne. On est bodé-bodé. Et je lui ai dit à un moment donné, pourquoi tu ne te présentes pas en politique? Pourquoi tu ne deviens pas premier ministre du Canada? Ça va être facile. Tu n'auras même pas besoin de faire une campagne électorale et tu deviendras le gouverneur du 51e État américain. Évidemment, vous comprendrez que Wayne Gretzky a décliné l'invitation. Et puis, il y a cette vidéo qui circule. C'est pas trop clair. On sait qu'en tout cas, c'est une création de l'intelligence artificielle. Mais disons que le président, M. Trump, a partagé sur son compte, sur son propre réseau social, cette vidéo
qui transforme la bande de Gaza en station balnéaire. On voit la transformation. Et il y a des images de Trump qui sont complètement délirantes. Et c'est comme si c'était la Riviera Gaza. C'est insultant, vous comprendrez, pour les Palestiniens. Je ne dis pas que c'est Trump qui l'a fait, mais en tout cas, il l'a partagé, à moins qu'on me dise que son compte a été, disons, piraté. Le troisième lien à Québec. Hier, opération de relations publiques du gouvernement de la ministre Geneviève Guilbeault. On a présenté dans une séance d'information les options. Il reste sur la table 4 scénarios pour le fameux troisième lien. Ça ne sera pas un tunnel, ça sera un pont, mais un pont hybride. Je vous raconte les options qui sont sur la table. Il y a 4 corridors de pont, 2 à l'est, 2 à l'ouest, et ça ne sera pas de centre-ville, donc à centre-ville. Puis 2 des scénarios sont hybrides parce qu'on va creuser des tunnels aux approches du pont. La réponse, le choix du gouvernement, 20 juin au plus tard. Ça va coûter combien? Je ne sais pas. Les travaux devraient commencer quand? On ne le sait pas. C'est un peu la marque de commerce du gouvernement Legault sur le troisième lien. C'est complètement fou quand vous regardez ça. C'est-à-dire que, on se souvient de la promesse, ça devait coûter 10 milliards. On avait annoncé ça lors des élections. Puis quoi, quelques mois plus tard, on a décidé de dire, ben finalement, ça ne sera pas 2 tunnels, mais ça peut être un pont. Puis on a tout laissé tomber en 2023 parce qu'on était bien triste d'avoir perdu l'élection partielle dans Québec. Puis pour faire plaisir aux gens de Québec, on a dit, bien finalement, savez-vous, on va le faire. Puis là, on est arrivé avec le rapport de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a dit, c'est pas nécessaire, mais politiquement, vous avez décidé que oui. Fait que là, on va faire un tramway, puis on va faire un pont, puis Mme Guilbeault est convaincue que c'est essentiel. Je ne peux pas dire que c'est le projet le plus crédible de la CAQ, puis je ne suis pas sûr que les gens de Québec sont, disons, très, très convaincus que ça va se réaliser. Couche-Tard pourrait mettre la main, finalement, sur cette grosse société japonaise qui contrôle des dépanneurs, dont la chaîne très connue 7-Eleven. Pourquoi? Parce que ça fait des mois, et même plus, que Couche-Tard veut mettre la main sur cette entreprise japonaise. La famille Ito, famille du fondateur, avait décidé de bloquer Couche-Tard et présenter une offre de 58 milliards. Vous avez compris, là, 58 milliards, ce qui tassait Couche-Tard. Et là, dans les dernières heures, la famille Ito annonce que l'équipe de direction, les héritiers, tout ça, là, puis le management, ben, ils ne sont pas capables de réunir l'argent. Dans un communiqué, la compagnie affirme rechercher des alternatives, ce qui inclut la proposition d'alimentation Couche-Tard, donc qui revient à l'avant-scène. L'offre était de 47 milliards. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. Mais vous imaginez ce que ça représente pour Couche-Tard d'avoir la capacité d'intégrer autant de dépanneurs à travers le monde. L'obésité n'est pas une maladie, c'est ce que dit le ministre Christian Dubé dans une lettre officielle qui était une réponse à la pétition déposée à l'Assemblée nationale à la fin de 2024 par le député Enrico Ciccone. On sait que l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est une maladie, l'obésité. C'est un critère, en fait, plus qu'un critère. Là, il y a des critères qui ont été établis, mais le ministre dit que même si c'est reconnu sur le plan mondial par des organisations canadiennes, c'est pas reconnu comme tel par le gouvernement fédéral ni par les provinces. Que l'obésité soit considérée comme une maladie, comme un facteur de risque important pour plusieurs malades. On peut dire qu'on a des plans de sensibilisation, mais on refuse de dire maladie. Pourquoi? Le cash. Parce que si vous reconnaissez que c'est une maladie, vous allez devoir débourser, par exemple, pour des traitements. Et ça nous ramène, entre autres, à toute la question de l'Ozempic, qui est remboursé pour les patients qui avaient déjà la prescription, qui souffrent de diabète, mais pour des gens qui veulent perdre du poids, les assureurs, en tout cas la plupart, et le gouvernement du Québec disent, nous autres, on ne paye pas ça. Ça coûte trop cher. C'est une vision à court terme, parce que des gens qui ont un problème d'obésité risquent de développer des maladies. Puis la facture, ben, on la pousse dans le temps, mais elle va quand même finir par arriver. Ensuite de ça, on a appris dans les dernières heures, je n'ai pas de détails
lorsque je fais ce balado, là, l'acteur légendaire Gene Hackman est décédé dans des circonstances un peu étranges. D'abord, 95 ans, on a trouvé son corps dans sa résidence de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. À côté de lui, morte également, sa conjointe de 63 ans. Ils étaient ensemble depuis 34 ans. Puis le chien était aussi à côté, visiblement euthanasié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de marque de violence. Les portes étaient barrées. Tout était normal. Et selon les premiers constats des policiers, ce serait peut-être un pacte de suicide, mais là, ça va prendre une enquête plus poussée et un rapport d'autopsie. Je vous parle également des frères Tate, que vous connaissez. Andrew Tate et son frère Tristan, influenceurs très connus, très populaires auprès des mâles alpha, des masculinistes. Ils étaient en Roumanie pour faire face à des accusations de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Ils avaient été libérés de certaines accusations. La Roumanie travaillait pour en déposer de nouvelles. Ils sont recherchés, mais en fait surtout Andrew, en Grande-Bretagne, encore là pour des crimes de nature sexuelle. Ben, tout indique qu'ils ont réussi à se pousser aux États-Unis. Mais, je le rappelle, pas d'autres détails supplémentaires concernant Tate. Et on se souvient du documentaire là, sur les mâles alpha, c'était un peu comme l'icône, puis ce qu'il disait sur les femmes, puis le mépris, puis la domination qu'il affichait. Ça faisait plaisir à un certain public masculin. Et puis, je termine en vous parlant de Jeffrey Epstein, pédophile récidiviste qui est mort en cellule, circonstance un peu nébuleuse, s'est suicidé, paraît-il. Epstein avait une partenaire pour le recrutement des ados, des jeunes filles, Ghislaine Maxwell, qui a été condamnée, qui est en prison actuellement. Et elle avait entre les mains, en tout cas à l'époque, un petit livre noir avec les clients, les amis de Epstein, les gens qui se retrouvaient dans le Lolita Express. La nouvelle procureure générale des États-Unis annonce que les documents, jusqu'ici secrets, seront rendus publics. Ça comprend la liste des amis de Jeffrey Epstein. Et Epstein avait son manoir à New York, avait sa résidence également en Floride, il avait son avion privé, et il faisait, disons, des navettes régulières avec des adolescentes. Le prince Andrew a été vu lors de ces événements, mais qui sont les autres? On a vu des photos avec Trump dans des événements mondains. Bill Clinton, paraît-il, était un passager de temps en temps du Lolita Express. Alors, elle affirme qu'il y a minimalement 200 victimes qui ont été identifiées, possiblement 250, et qu'on va voir beaucoup de noms. Est-ce que vraiment ça va se faire aujourd'hui? C'est à surveiller. Mais ils ont obtenu, par exemple, des registres de vol, noms de passagers, lors de certains événements. Et Epstein avait déjà été arrêté, une histoire un peu noyautée en Floride, et puis finalement arrêté à New York, et alors qu'il était en détention, il avait décidé de s'enlever la vie. Ça complète la revue de presse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.